Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous revoir après une petite semaine de suspension, de censure YouTube qui m'a empêché de m'exprimer sur les réseaux suite encore à mon énième coup de gueule sur la chose dont je ne vous parlerai pas ce soir, mais qui commence par C19, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, ce soir, on parlait d'autre chose, carrément sur le front. Sur le front de l'Ukraine. Donc j'essaye d'aborder avec vous différents sujets de société parce que honnêtement, nous sommes vraiment cernés de toutes parts. Il n'y a pas un seul sujet, il y a une pluralité de sujets qui nous cernent et qui nous contraignent. Et donc ce soir, j'avais suivi depuis plusieurs semaines les contributions de Xavier Moreau, qui est une personne que j'ai connue jadis, il y a quasiment une vingtaine d'années sur Moscou, et que j'étais très heureux de revoir au gré de ses apparitions sur les journaux télé, et récemment donc sur les bulletins dits Stratpol, qui nous renseignent énormément et avec précision sur ce qui se passe sur le théâtre d'opération ukrainien, mais pas que, parce que le théâtre d'opération ukrainien est un théâtre d'opération certes, mais c'est avant tout aussi un théâtre qui est une vitrine géopolitique de ce qui se passe donc en local, mais aussi de façon plus globale en Europe et bien entendu dans le monde. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Moreau, que voici, qui est en duplex de Moscou. Donc les joies de la technologie nous permettent tout ça. Xavier Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors, si vous pouviez, on va dire, faire un elevator pitch, 30 à 45 secondes, vous présenter brièvement, pour que les gens qui ne vous connaissent pas encore, et il y a beaucoup de personnes qui étaient heureux qu'on se voit ce soir parce qu'ils vous connaissent, vous puissiez vous présenter pour situer qui vous êtes, ce que vous avez été, et pour mieux cerner la nature et la qualité de vos interventions actuelles. Alors, pour faire court, je suis père de famille, j'ai 50 ans. J'ai, comme vous, fait Saint-Cyr 10 ans avant à peu près, et j'étais officier parachutiste. J'ai quitté l'armée, je venais de passer capitaine. Ensuite, je me suis installé en Russie. J'ai travaillé pour une grosse société automobile comme directeur de la sûreté, et j'ai monté un cabinet de conseil en sécurité des affaires et de conseil après plus large. Et donc, comment dirais-je, j'ai continué dans cette voie jusqu'en 2014, où là, j'ai pris fait et cause pour la Russie. Donc, forcément, j'avais des clients qui étaient des grosses boîtes françaises. Donc, j'ai dû passer à autre chose. Et aujourd'hui, je suis co-actionnaire et je dirige une entreprise d'informatique qui travaille essentiellement avec l'Asie. Donc, du coup, ça ne me pose pas de problème avec mes clients. Voilà. Et j'ai fait aussi un peu de conseil. J'ai travaillé notamment jusqu'en 2014 pour un gros acteur du complexe militaire-industriel français. Ce qui fait que, notamment en matériel terrestre, j'ai quelques connaissances et quelques expériences. Voilà. Et du point de vue universitaire, j'ai un diplôme de 3e cycle à la Sorbonne. Donc, formé à Saint-Cyr, donc la formation, on la connaît, formation tactique, mais aussi stratégique. On nous enseigne la stratégie et la géopolitique. Donc, dès lors qu'on met un peu le doigt dedans, on en conserve soit une passion, soit, on va dire, un intérêt. Donc, c'est le cas. Donc, on va pouvoir en discuter ce soir. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Il y a déjà plus de 1900 personnes qui sont en ligne actuellement en train de nous regarder. On dépasse déjà la barre des 2000. Le thème ce soir, c'est vraiment de parler précisément de ce qui se passe en Ukraine et des conséquences possibles pour nous, Français, Européens, sur les semaines et les mois à venir. Alors, pour resituer la chose, on est face donc à un conflit qui pourrait être vu comme une guerre limitée actuellement au théâtre ukrainien, mais pas uniquement, parce que elle a impliqué une bonne partie des acteurs du continent européen, mais aussi de tous les membres de l'OTAN qui ont été en fait engagés dans un conflit qui ne concernait pas au début l'OTAN, qui était simplement entre guillemets, que l'équipementier et le formateur d'un futur membre de l'OTAN que devait devenir l'Ukraine. Et c'est là où, alors dans le bulletin Stratpol numéro 84, que je vous invite tous à aller voir, donc qui remonte à hier, qui est d'autant plus intéressant, il a déjà plus de 120 000 vues depuis hier, donc je pense que s'il y a 120 000 vues, c'est qu'il y a pas mal de pépites à l'intérieur. Eh bien, vous expliquez la notion de guerre préventive, pourquoi la Russie est entrée en guerre, toutes les raisons pour lesquelles elle est entrée en guerre, et vous expliquez avec force détail ce qui se passe sur la ligne de front actuelle, donc au niveau du Donbass. Et ma première question est la suivante. Est-ce que vous pourriez préciser pour tous
la nature des forces en présence aujourd'hui, c'est-à-dire l'état de l'armée ukrainienne au niveau de sa composante interarmes, c'est-à-dire sa bonne combinaison entre artillerie, infanterie, blindés, différentes choses, voire interarmée, aviation, marine, si elle existe toujours, et en face, son adversaire, son ennemi, les forces à la fois de l'autonomie du Donbass, autonome, mais aussi, bien sûr, l'armée russe. Est-ce que vous pourriez nous faire un brief là-dessus, s'il vous plaît? Alors, commençons par le plus simple, la marine. Donc, c'est simple parce qu'en fait, l'Ukraine n'a plus de marine. Elle-même s'abordait son navire amiral Letman Saadichny tout au début du conflit, mais parce que aussi il y a eu des scandales, il avait été mal réparé sur les chantiers navals de l'ancien président Poroshenko. Donc je pense que pour effacer définitivement tous ces scandales, ils l'ont coulé. Et donc il n'y a plus que quelques corvettes, quelques bateaux, mais on peut pas appeler ça une flotte. Hein. Ils voulaient faire comme je crois que c'était les Iraniens aussi, ils avaient voulu faire une flotte de moustiques, mais bon, globalement, ça pèse rien. Donc c'est la rade de Toulon en 1942, quand même. C'est ça, voilà, okay. Sauf qu'il y avait qu'un seul bateau. Donc voilà, il y a plus de flotte. Désormais, comme après la prise de Mariupol, qui en fait date du 21 avril. Là, c'était Azovstal, mais Azovstal, c'était 2500 hommes qui étaient coincés dans des sous-sols, qui pouvaient pas. Moi, quand j'étais à Mariupol, j'ai pas entendu une bombe. Alors que quand on était à Donetsk ou à Gorlovka, plus au nord, on en entendait tout le temps. Okay. Donc voilà. Et donc la mer d'Azov. Donc la marine, elle n'existe plus. Donc la mer d'Azov. L'armée de l'air, la supériorité aérienne, si importante dans un conflit, un théâtre d'opération. Qu'est-ce qu'il en reste? Rien, très peu de choses. Il y a encore des avions qui sont abattus régulièrement, mais par rapport à ce qu'il y avait au début du conflit, il y en a quasiment plus. Donc en fait, le ciel est russe. Quasiment uniquement russe. Les derniers aéronefs ukrainiens qui étaient partis pour essayer de reprendre l'île aux serpents, il y avait des Choukoï à l'intérieur, ont été abattus donc. Ouais. C'était les derniers appareils. Les opérations, quand les Ukrainiens essaient de faire des concentrations de force pour faire des percées ou s'emparer d'un point stratégique comme l'île du Serpent, c'est là où on voit souvent le plus d'aéronefs et ça a toujours échoué. Donc, ils essayent plutôt de faire des coups de poing avec les quelques avions qui leur restent. Et c'est un gros problème, surtout qu'il y a une grosse déception vis-à-vis des drones. Visiblement, les drones ne sont pas l'espoir qui était dans lequel l'Ukraine avait investi. Après les fameux drones turcs. Le drone turc, mais également, ils ont leur propre drone, etc. Mais on s'aperçoit qu'un drone ne remplace pas une flotte et que face à une DCA moderne, qui est sans doute d'ailleurs reconnue comme la meilleure au monde, la DCA russe, eh bien, ça donne pas les résultats qu'on espère. Donc, le ciel est russe. Et d'ailleurs, même les livraisons de Manpad, de systèmes antiaériens, visiblement, de ce que je vois, il y a des images en permanence d'hélicoptères, on les entendait à Donetsk, ne menacent pas l'existence de cette domination, non seulement à très basse altitude avec les hélicoptères ou les Sukhoi 25, donc qui sont des avions d'attaque au sol, blindés, et dans l'air. On ne voit pas trop d'avions. En même temps, les Russes communiquent peu là-dessus. Ils ont dit qu'ils avaient utilisé le Sukhoi 57. Donc, ils en profitent comme en Syrie pour tester pas mal de matériel. Bien sûr. Mais ce qui domine vraiment le ciel, en fait, c'est les missiles Calibre. Et de temps en temps, les missiles hypersoniques. Mais vraiment, la grosse surprise, y compris pour moi, c'est qu'en fait, ils en ont énormément. En moyenne, il y en a peut-être 10 qui tombent par jour. Donc, on les a vus frapper le camp des mercenaires. Ça, tout le monde l'a vu passer dans l'ouest de l'Ukraine. Mais encore là, hier, il y a eu, je crois, encore 7 ou 8 frappes dans des dépôts de munitions, dans des dépôts d'armement, sur des transformateurs électriques pour paralyser la circulation. Donc ça, c'est quand même, à mon avis, la grosse mauvaise. Donc, le missile Calibre est un missile qui est sol-sol, c'est ça? C'est un missile sol-sol qui peut être tiré de bateaux, de frégates, qui a été utilisé pour la première fois sur le terrain en Syrie. Donc, et qui, par exemple, une portée de, je crois, 2000 km. Donc, ils étaient même tirés de la mer Caspienne. Et ils sont extrêmement précis. D'ailleurs, il y a les Ukrainiens, les films en train d'arriver. Donc ça correspond en analogie au système d'armes français qu'on a développé, qui permet d'être tiré depuis des sous-marins nucléaires d'attaque, mais qui permet de frapper les côtes, c'est ça?
Voilà, ça permet de frapper sur le. Alors normalement ils ont deux versions. Là, la version qu'ils ont utilisée, c'est la version terrestre. Donc c'est un missile. Je crois qu'il est subsonique. Il y a une version supersonique en phase finale pour la version anti-navire. Mais je sais qu'elle a été testée, mais je sais pas si elle est déjà en dotation. La version qu'ils utilisent, c'est un espèce de Tomahawk en plus moderne. Enfin, à mon avis, les Tomahawk aujourd'hui ont été modernisés. Donc, en gros, si on veut comparer à quelque chose qu'on connaît... Donc, un missile de croisière pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Voilà, alors un missile de croisière, c'est en fait il y a deux types de missiles. Il y a les missiles balistiques, c'est-à-dire ceux qui montent qui sortent de l'atmosphère. En cloche, on peut dire. Voilà. Et les missiles de croisière, c'est ceux qui ont une trajectoire plutôt linéaire. Plutôt linéaire et qui peuvent, le cas échéant, et qui peuvent changer de trajectoire d'ailleurs et s'adapter, bien sûr. Donc ça, effectivement, là, c'est un missile de croisière. Donc, si on résume, la marine ukrainienne n'existe plus, la supériorité aérienne est compromise, et l'artillerie, en fait, artillerie sol-sol, mais aussi DCA, donc permet de maîtriser le ciel ukrainien. Petite question, on passera ensuite aux troupes terrestres. Vraiment, les matériels américains, les 40 milliards de dollars de promesses pour l'instant de matériel américain et le matériel qui est déjà arrivé, est-ce que ce sont des matériels, comme ça a été jadis en Afghanistan, les Manpads à l'époque? En Afghanistan, ce sont les missiles solaires qui ont mis à genoux les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, parce que la plupart des hélicoptères étaient abattus par les talibans qui avaient donc ces missiles solaires. Est-ce que, comme en Afghanistan, il y a certains systèmes d'armes modernes, américains, otaniens, on en fait partie, français, allemands ou autres, qui sont susceptibles de poser une menace sur les troupes russes? Alors, je pense dans la nouvelle vague d'équipement, oui, parce que là, on parle d'armes lourdes, et c'est ça dont a besoin l'Ukraine. Dans ce qu'ils ont donné au début, c'est-à-dire le Javelin, les Stinger, déjà, je voudrais relativiser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que si vous lisez, par exemple, l'excellent bouquin de Mériadec Raffray sur la guerre en Afghanistan, qui s'appelle Les Victoires oubliées, il dit qu'en fait, le Stinger n'a pas été quelque chose de révolutionnaire, et que de toute manière, quasiment après être entré en Afghanistan, donc en décembre 79, les Soviétiques ont compris qu'ils s'étaient fait piéger. Et donc, ils ont voulu en partir. Mais l'instabilité politique, ils ont changé 4 fois de secrétaire généraux du Parti communiste. Hein, c'était à l'époque de Tchernyenko, Andropov, bref. Donc, c'était dans l'ordre Brejnev, Andropov, Tchernyenko et finalement Gorbatchev. Mais ils avaient déjà pris la décision de partir depuis longtemps. Et ils ont toujours tenu leurs objectifs qui étaient les villes et les axes. Mais en revanche, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils s'avançaient dans la vallée du Panjshir, c'était la catastrophe. Et les Stinger n'ont pas été, voilà, ils ont appris à lutter contre les Stinger, ils ont appris à se battre contre ça. Et surtout, on parlait beaucoup des hélicoptères, mais il y a beaucoup d'avions, les fameux Sukhoi 25 qui ont été utilisés, qui s'en sont bien sortis. Et là, c'est ce qu'on a observé, c'est-à-dire que même quand on voit un peu sur les fils Telegram pro-ukrainiens, en russe ou en ukrainien, on s'aperçoit que c'est pas non plus. Les gens sont assez déçus par l'efficacité. Et surtout, encore une fois, les hélicoptères, je les entendais. Donc des vols d'hélicoptères, des Sukhoi 25 au ras du sol, il y en a tout le temps. Donc de ce côté-là, c'est une déception. En ce qui concerne les armes anti-chars, les Javelin, là aussi, ça a été une déception. Pourquoi? Parce que l'armée ukrainienne est une armée assez rustique et elle est habituée à quelque chose de simple et de rustique. Et bon, un RPG, vous mettez le booster, vous mettez l'ogive, vous tirez, ça marche quoi qu'il arrive. Hein, la pédale et c'est parti. Les Ukrainiens avaient développé eux-mêmes leur propre... Enfin, ils avaient prolongé le développement d'un système soviétique, le Tugna, quelque chose comme ça. Donc, il y a un bon missile anti-char à guidage laser qui porte à 5500 km et qui est très rustique aussi. Et les Javelin, on s'est aperçu que comme c'est une caméra thermique, en fait, il y a une batterie, que la batterie se vide très rapidement et donc il faut trouver un moyen pour la recharger. Donc, il y a des choses extrêmement pratiques qui ont fait que, d'ailleurs, vous voyez les images de l'armée russe ou des républiques proclamées qui ont récupéré des stocks de Javelin. En fait, ils n'ont même pas été utilisés. Les postes de tir. Oui, c'est ce qu'on reconnaît souvent des matériels qui sont développés toujours actuellement d'ailleurs par les armées russes, ex-soviétiques, ex-appartenant à l'URSS, même s'il y a toujours un peu cette influence en termes de matériel qui existe toujours, c'est la rusticité. C'est ça. Matériels qu'on peut utiliser de partout. Et d'ailleurs, encore une fois, les Ukrainiens eux-mêmes, les systèmes ils en ont développé très peu, mais c'était en Russie, notamment le Tugna, qui à mon avis est le meilleur système anti-char qu'ils possèdent aujourd'hui. Les Français ont livré du philo-guidé 1000 ans.
eux, ils ont déjà qui portent à 2500 mètres, contre eux, ils ont des missiles qui portent à 5005. Donc c'est pas voilà. Donc cette première vague d'armement léger portatif, à mon avis, n'a pas servi à grand chose. Les Ukrainiens auraient eu de quoi se fournir eux-mêmes. En revanche, ce qui est plus dangereux pour l'armée russe, c'est la nouvelle vague d'équipements lourds, à condition qu'ils puissent arriver sur le terrain. Et à condition... Pour l'instant, il y a une zone de déconditionnement qui est au niveau de la frontière sud polonaise, qui a d'ailleurs été frappée par des missiles de précision il y a plusieurs semaines. Et ça a failli provoquer un nouveau casus belli, parce que c'est quand même la frontière, cette fois-ci, d'un pays membre de l'OTAN, la Pologne. Tout à fait. Et il y a en fait des tirs de missiles sur les réserves de munitions, les réserves de matériel, notamment celles de l'OTAN. Il y en a tous les jours. Et les Russes ont annoncé ce matin qu'ils avaient détruit un stock de munitions occidentales à Jitomir, donc c'est la partie ouest de l'Ukraine, un peu en gros au sud de Kiev. Donc ça veut dire que les Russes sont bien renseignés. À mon avis, ils ont des unités spéciales qui travaillent bien. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour la Russie parce qu'ils croient pas à la politique de Kiev. Et surtout, les Russes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détruit tous les transformateurs des réseaux ferroviaires, puisque tout le système ukrainien de voies ferrées est électrique. Et donc, ils ont détruit tous les transformateurs. Et les Ukrainiens n'ont pas de motrice diesel. Et les Occidentaux peuvent pas lui en livrer, puisque l'écart des rails, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a posé au problème aux Allemands à l'aller et aux Russes à retour. C'est pas les mêmes standards. C'est pas les mêmes standards. Donc donc c'est très, ce sera. Donc s'il n'y a pas de voie ferrée pour le matériel lourd, il reste la route qui peut être bombardée facilement. Mais on ne parle même pas des transports stratégiques par avion, parce que là, vu qu'il n'y a plus de supériorité aérienne du côté de l'OTAN, les avions de transport se feraient abattre immédiatement en fait. Et surtout sur la question de transport par la route, il faut du carburant. Or les Russes ont détruit les raffineries et les stocks de carburant. Et donc, en fait, c'est très compliqué. Ça ne peut être fait que la nuit. Et en plus, c'est du matériel quand même très lourd, très visible. Hein, quand vous voyez les obusiers allemands, là, j'ai oublié le nom, qui vont être livrés, ces trucs, ça fait 44 tonnes. C'est pour ça que le César français, à mon avis, sera plus facile à amener sur le terrain, parce que c'est un camion, en fait, hein, comme son nom l'indique. Il était fait pour ça, d'ailleurs, pour déploiement sur différents théâtres d'opération. Voilà. Mais il n'est pas blindé. Le sable, tout, quoi. Voilà, mais il n'est pas blindé aussi. Donc ça si les Russes tirent de contre-batterie russe, ça risque de faire mal. Et donc sinon, vous avez par exemple les M777 américains. Donc là, c'est des canons tractés et qui sont des petits bijoux de technologie, surtout le système de tir. Mais d'après les photos ça a fait scandale, parce que d'après les photos qu'on a vues des matériels livrés, il n'y a pas le système de tir qui rend la coordination, qui permet de tirer à 70 km avec un obus qui lui en plus coûte $120 000, et qui doit être accompagné avec l'aide d'un drone. Donc en fait, alors est-ce que je pense que les Américains ont peur que les Russes mettent la main sur ce système de tir, parce qu'ils ont perdu énormément de matériel, et ça c'est quand même un petit bijou de la technologie. Donc voilà, et on a vu les premières... La principale menace dans les guerres, c'est que certains matériels de pointe soient saisis et analysés par des puissances qui ont la capacité de les analyser. Voilà. Souvent, dans certains pays tiers, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la recherche fondamentale pour ça. En face, il y a des Russes, donc ils peuvent tout à fait, on va dire, dépioter un système et savoir ensuite comment il fonctionne, et donc savoir comment éventuellement le neutraliser. Parce que ce qui était au début l'Ukraine comme plutôt un laboratoire d'observation pour les otaniens des matériels russes, vu que les Russes ont tenu et ont repris en fait l'initiative, c'est en train de devenir en fait à l'inverse un laboratoire aussi d'analyse de la réalité des matériels otaniens, donc américains en fait. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que en fait, c'est pas une très bonne publicité. D'ailleurs, il y a un système d'armes qui en pâtit énormément, c'est le Bayraktar. Et les Turcs alors Bayraktar, c'est le drone, hein, c'est ça? C'est le drone. C'est-à-dire que le Bayraktar, qui avait pris une réputation au Nagorno-Karabakh, là maintenant on voit des morceaux de Bayraktar partout. Donc les Turcs sont pas contents, ils ont menacé les Kieviens d'arrêter de leur en livrer. Voilà, Zelensky a dit que de manière le Bayraktar ne changeait rien. Voilà, donc c'est un peu aussi bon, c'est assez classique de ces systèmes peu en bout de course, c'est-à-dire de croire à l'arme magique
qui va révolutionner le cours de la guerre. Non, là, la guerre, on a une guerre classique. Par rapport au cours de la guerre, là, on a pu faire donc un peu un état des matériels et de ce qui se passe en termes. Bon, les forces armées ukrainiennes engagées, c'était quoi? C'était 150 000, 160 000 hommes et femmes? Non, c'était plus de 200 000, je crois. Il y avait quelque chose comme 220 000 officiellement. Après, si on compte tout le monde, c'est alors forces territoriales, les forces nationales, actives, tout ça. Donc les forces actives, à l'intérieur desquelles c'est une armée de conscription, donc il y a des conscrits, et ces fameux bataillons, voilà, ça devait représenter quelque chose autour de 220 250 000, mais de valeur inégale. Et côté russe, les forces initiales, c'était autour de 120 150 000. Alors j'aimerais une confirmation par rapport à ça. J'ai eu pas mal d'analyses qui disaient que, en gros, la Fédération de Russie avait en gros engagé, selon ses matériels, entre 5 et 8% de ses forces sur le théâtre ukrainien, quoi. Alors, normalement, voilà, officiellement, l'armée russe, ça doit être à peu près 1 million d'hommes. Donc, ça fait quand même, ça fait plutôt 10 à 15%, je pense. 10-15%. Mais ce que font les Russes et ce qu'ils ont fait également en Syrie, c'est qu'ils font tourner toute leur armée sur le champ de bataille. C'est-à-dire que il y a une super rotation. Pourquoi? Pour la fatigue, parce que la doctrine russe, c'est qu'au bout d'un mois, le soldat doit être relevé. Et ça aussi, c'est une des supériorités de la Russie sur l'Ukraine, c'est que dans l'Ukraine, les gens, notamment qui sont maintenant coincés dans les chaudrons dans le Donbass, on en parlera tout à l'heure, ça fera bientôt 3 mois qui sont là, et il y a quasiment pas eu de rotation. Et voilà. Alors que la Russie, au contraire, on avait vu en Syrie, il y a une guerre, il faut que tout le monde y passe pour qu'on voit comment ça se passe. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les soldats russes, sauf bien sûr ceux qui sont morts et blessés, rentrent chez eux, font leur permission et sont renvoyés, et on fait tourner l'armée russe. Oui, parce qu'en fait, l'armée russe, actuellement, bon, ça coûte très cher une guerre, hein, mais actuellement, vu ce qui se passe au niveau géopolitique, avec l'échec de l'offensive économique et monétaire sur la Russie, en fait, on se rend compte que Poutine, hormis les pertes techniques en matériel et en hommes et en femmes, il est en fait, il finance sa guerre en fait avec ce revirement géopolitique. La plupart de son effort de guerre est financé en fait, ça lui coûte rien, quoi. Ah oui, c'est là du point de vue financier pour la Russie, déjà c'est une armée qui s'entraîne beaucoup, donc qui de toute manière dépense toujours énormément dans son budget militaire pour l'entraînement. La Russie fait, je crois, à peu près deux grandes manœuvres de plus de 100 000 hommes par an. Hein, la dernière fois qu'on a fait des manœuvres comme ça, c'était Kekerspatz, Moinohardy en Allemagne en 1986. On a réussi à faire 60 000 en se mettant avec les Allemands. Il n'y a aucune armée. En se mettant avec les Allemands. Ouais, parce que maintenant, c'est des manœuvres, quoi, 10 000, 15 000 hommes. C'est ça, les manœuvres de l'OTAN, quand on les compare aux manœuvres de la Russie, c'est juste ridicule. Et donc, du point de vue budgétaire, ce ne sera pas un problème pour la Russie. Et oui, donc cette différence dont vous parlez entre rien que les manœuvres, donc l'entraînement nécessaire avant l'entrée en guerre, qui permet ensuite de tester les matériels, les techniques, les tactiques, plein de choses, ça devrait un peu aussi refroidir les velléités bellicistes de nos généraux otaniens, dont les Français, qui sur tous les plateaux essaient de nous inviter à y aller, autant au niveau conventionnel. Bon, on va parler ensuite du nucléaire, mais déjà au niveau conventionnel, bon, je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus humble par rapport à nos capacités actuelles, même si on a d'excellents matériels. Mais comme j'en parlais avec un ami dont je ne dirais pas dans quel régiment il se situe actuellement, armée de terre, mais lors de ma tournée présidentielle, j'avais discuté avec lui, j'avais fait une halte chez lui, et il me disait, le nombre, ça a toujours le nombre. Mais même si la qualité du matériel est super, actuellement, je sais pas, on doit avoir quelques dizaines de César, par exemple, les chars. Je crois qu'on a moins de 200 Leclerc opérationnels. Donc voilà, le nombre est important, même si la technique est extraordinaire. Voilà, on peut pas. Oui, surtout que les problèmes qu'on a dans l'armée française, il vient d'avoir un rapport parlementaire sénatorial, je crois, où en gros on a 4 jours de munitions. Les Russes, ça fait 77 jours, qui, comme je l'ai dit, qui tirent en moyenne 10 calibres par jour pour ce qui est de la haute technologie, et ils utilisent à fond l'artillerie pour justement préserver le feu, préserver les hommes en utilisant la puissance de feu. Le feu. C'est leur doctrine d'emploi depuis la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, ça n'a pas trop varié. Hein.
Donc en fait, les Russes ont des réserves de munitions. Les Ukrainiens d'ailleurs en avaient aussi beaucoup, mais les Russes en ont beaucoup détruit ou capturé. Hein. Ils ont pris il y a 3 semaines à Balakleya, donc c'est à l'est de Kharkov. Ils ont pris la plus grosse réserve de munitions qui datait d'ailleurs de l'époque soviétique en Ukraine, et ils ont détruit beaucoup de réserves. Et c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire c'est bien de livrer du 155 UF1, mais il faut pouvoir livrer les obus et les livrer régulièrement. Et ça c'est le cas également pour tous les blindés qui vont être livrés, c'est-à-dire qu'il faut des pièces détachées. Et autant l'Ukraine, qui est un pays ancien, pays soviétique, enfin faisait partie de l'Union soviétique, avait des ateliers de réparation, des entrepôts, etc. Tout était parfaitement organisé pour faire une guerre de haute intensité. Autant là, il faut tout remettre en place, et pas seulement les livraisons de munitions, mais de pièces détachées. Et je dirais même, d'ailleurs, précisons ici pour les personnes qui nous écoutent que l'Ukraine, hormis ses réserves minières, ses réserves agricoles, était quand même dans l'ex-URSS un petit peu le pays atelier, où en fait beaucoup de réserves étaient prépositionnées et produites, et justement donc avec toutes ces structures de supply chain, quoi, de chaîne de ravitaillement, et c'était l'Ukraine, c'était le pays clé en tout cas sur la façade ouest pour les Russes, effectivement. Est-ce qu'on peut enchaîner, Xavier, sur ce qui se passe donc sur le théâtre actuellement? On a parlé des forces conventionnelles, très important. Bon, subsiste toujours une question, c'est s'il y a vraiment l'envoi de systèmes d'armes type chasseurs, avec des standards supérieurs, autant livrés par certains pays. On se rappelle que la France, par exemple, contre les Turcs, avait rétrocédé des rafales pour permettre aux Grecs d'avoir une meilleure présence aérienne, voire une supériorité face aux Turcs. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir ce risque? Parce que ça demanderait à ce que des équipages soient formés. Or, les équipages actuellement, il leur faut des mois, voire des années pour être formés à certains systèmes d'armes. Je parle par exemple des aéronefs, avec le risque potentiel donc que cette fois-ci des instructeurs internationaux soient peut-être potentiellement abattus, et ça fera la jonction avec Mariupol. Est-ce qu'on a trouvé des instructeurs internationaux dans les sous-sols de Mariupol? Alors sur le risque, moi je n'y crois pas, parce que déjà l'Ukraine a perdu beaucoup d'avions, donc beaucoup de pilotes, même si beaucoup ont réussi à s'éjecter, Dieu merci. Mais pour faire passer d'un pilote de MiG-29 à un pilote de F-16, ça va prendre du temps. Et ensuite, il faudra livrer les F-16 en Ukraine, et livrer un avion, c'est pas discret. Et donc, il sera immédiatement détruit par les calibres russes à peine arrivés. Donc ça, je pense pas. La seule solution, ce serait de les livrer de nuit et de les faire piloter par des pilotes américains ou des pilotes polonais. Ça pourrait être une solution. Mais à mon avis, c'est quand même trop risqué. Je pense pas que ça arrivera. Alors, est-ce qu'il y avait des instructeurs étrangers à Mariupol? Oui, il y en a déjà qui ont été capturés, donc qui ont été montrés. Alors justement, sur les chaînes russes, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on a beaucoup de filtrage donc sur la partie occidentale d'informations qui viennent de Russie. Est-ce que donc justement, il y a commencé à avoir des révélations ces derniers jours de ce qui a été trouvé dans Mariupol? Mariupol et notamment Azovstal, c'est grand, c'est même très grand. Ouais. C'est presque une ville-usine en fait. Hein. Quand on voit le quartier, c'est 11 hectares. 11 hectares. Voilà, donc c'est monstrueux en fait. Il y avait 2500 personnes, près de 2500 personnes. Là, ils ont sorti 2450 personnes. Oui, il parlait de 1800 combattants, c'est ça? Voilà. Et au moins 2000. Alors en tout en fait, il y avait Azovmash, donc là qui s'est rendu assez rapidement parce que c'était l'armée régulière. Oui. Et il y avait très peu de présence de bataillons de représailles. Donc il y a eu 1300 prisonniers. Et là, il y en a près de 2500. Donc en tout, ce sacrifice stupide de Mariupol, d'avoir interdit aux militaires d'évacuer, ça a fait perdre 3800 soldats ukrainiens, des meilleures troupes et des plus motivés.
Les plus motivés, et on pourrait même dire certains des plus fanatisés, parce que dedans. Les plus fanatisés. Ah bah, de toute manière, d'ailleurs, c'est ce que. Il y a le bataillon Azov au milieu, et. Voilà. Bon, alors le bataillon Azov, en fait, qui est régiment maintenant, lui, c'est plus, je dirais, c'est plus des commissaires politiques que des combattants. Et d'ailleurs, d'après les conversations que j'ai pu avoir, la plupart du temps, les Russes ou les armées des républiques populaires ont une armée régulière, mais derrière, vous avez Azov qui sert de bataillon d'arrêt, en fait. Et si par hasard vous avez envie de vous rendre ou vous voulez pas monter à l'assaut, ben on vous tire dans le dos. Ah tiens, c'est marrant, ça me rappelle exactement ce qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, avec les soviétiques d'ailleurs, qui avaient des commissaires politiques qui tiraient dans le dos parfois de leurs soldats quand ils partaient à l'assaut, ça a pu arriver aussi. Mais de l'autre côté aussi, la Wehrmacht, qui avait cette espèce de superstructure SS au-dessus d'elle, et qui était justement tous ces commissaires et cette armée politique en fait. Bah d'ailleurs, la comparaison avec l'Union soviétique est assez juste parce qu'en plus, si jamais vous êtes déclaré déserteur, là il y a 2-3 semaines, il y a des unités qui ont commencé à se filmer en disant on est abandonné, notamment dans la poche d'Oskol qui a dû être vidée depuis, et donc et en fait le gouvernement ukrainien les a déclarés déserteurs. Alors qu'ils n'avaient pas déserté, ils disaient juste on peut plus se battre, on encerclait, faites quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est quand vous êtes déclaré déserteur, vos familles touchent pas de pension et vous savez pas ce qui va leur arriver. Surtout que l'Ukraine est un pays où l'arbitraire total règne. Donc voilà, aujourd'hui, l'armée ukrainienne, c'est une armée qui avance avant tout sous la menace des bataillons, la menace du SBU vis-à-vis des familles des Alors, soldats. question cash pour débunker ou pas, savoir si c'est du fake, du vrai, du machin, parce que souvent, le problème du conspirationniste, c'est qu'il y a des éléments de vérité qui existent, mais qui sont parfois brodés, et les personnes en abusent pour devenir un peu des gourous alternatifs, pour dire, moi je connais la vérité, tout ça. De ce que vous savez, de ce qui est passé dans la presse russe, et de des contacts que vous avez pu avoir sur place en vous rendant sur Mariupol, tout ce dédale de souterrains sous Mariupol qui ont été construits, déjà, pourquoi ont-ils été construits, premièrement, et ensuite, à quoi aurait-il pu servir? Est-ce que vous avez des éléments? Alors, déjà sur les instructeurs étrangers, donc les étrangers qui ont été pris, donc qui sont maintenant donc en prison en Russie, de ce que j'ai vu, c'est plus au niveau du mercenaire que de l'instructeur. Mais on parle, et le chef de la République populaire de Donetsk l'a dit, qu'il y avait des instructeurs. Je pense que là, ils ont été capturés et je pense qu'ils sont en train d'être débriefés et après, ils seront exposés. À moins qu'il y ait une négociation. Sur les prochains jours, s'il y a vraiment eu 50 officiers français qui étaient coincés dans Mariupol. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial sous Mariupol, du genre un laboratoire chimique, etc. De toute manière, il y a officiellement 30 laboratoires américains depuis 2004 qui faisaient des recherches sur des armes bactériologiques. Donc ça c'est sur le sol ukrainien, il y avait 30 laboratoires. Voilà, donc qu'il y en ait un à Azovstal ou pas, je dirais à la limite, ça change rien à la réalité du fait que ça sera un de plus de ceux qui ont été recensés et qu'a reconnu Victoria Nuland. Hein. Je rappelle que c'est pas du complotisme. Elle a dit oui, je suis inquiet que les Russes mettent la main sur nos recherches biologiques et bactériologiques en Ukraine. Imaginez si la Russie faisait des recherches dans des laboratoires bactériologiques et biologiques en Belgique, la manière dont la France pour tester des nouvelles maladies. Donc je dirais qu'à la limite, même s'il y a quelque chose, ça ne changera rien. Et je pèse mes mots à l'horreur de ce qu'ont découvert les Russes en rentrant en Ukraine. Voilà. Et encore une fois, pour les cadres, je pense qu'on va être fixé. Alors, ce que j'espère, c'est que contrairement à ce que les Russes ont fait en Syrie, ils les montreront. La Russie a capturé beaucoup de conseillers militaires étrangers et d'après ce que je sais, ils les ont échangés, ils ont obtenu quelque chose en échange. Voilà, ils ont commencé d'ailleurs déjà à les échanger. Donc j'espère que c'est pas ça qui se prépare et que il y en aura quand même un ou deux. Les Français, il faut qu'ils les rendent parce qu'on est gentils. Mais à la limite les autant qu'on les récupère, hein, même s'ils ont été envoyés là-bas en mission avec des ordres, on va dire un petit peu illégitimes. Bon, de toute manière, je pense que si jamais il y a des gens d'actifs, tous les gouvernements occidentaux nous montreront la lettre de démission signée la veille de l'opération. Ils vont pas reconnaître, ils peuvent pas reconnaître qu'il y a. Et il faut juste rajouter sur ce sujet, il y a quand même une chose, c'est que si vous lisez les accords de Minsk, dans les accords de Minsk, il est dit... Minsk 1 ou 2 le 2. C'était le 1 et c'était repris dans le 2. C'est-à-dire que les armées, les composantes étrangères devaient quitter le pays.
C'est-à-dire qu'il devait rester de part d'autre de la ligne de front des combattants de la DNR et de la LNR d'un côté et des Ukrainiens de l'autre. Or, là, il est clair qu'il y en avait partout. Notamment, il y a des prisonniers qui sont interviewés dans les médias russes et il y en a un qui dit que en fait, les cadres de son unité étaient soit polonais, soit des bataillons de représailles et exigeaient d'être traités comme les chefs et avec beaucoup de mépris. Il faut savoir que les Polonais méprisent énormément les Ukrainiens. Faut voir le comportement. Et les Ukrainiens aussi. Les Polonais estiment qu'une partie de l'Ukraine leur revient historiquement, la grande Pologne de Pilsudski. Enfin, il faut. C'est ça. Et donc, et surtout, les Polonais se souviennent des massacres de Volhynie en 1943 par les amis de Bandera et de Shushkevich. Donc c'est pour ça, les fameux Bandera qui sont encensés actuellement par les noyaux durs ukrainiens. Et je vais vous dire rappelons quand même que les étendards qui ont été vus sur les théâtres d'opération ne sont pas des étendards réalisés par Photoshop. Imaginez par exemple les Russes qui prennent Berlin quand ils déploient le drapeau rouge, ça a été un Photoshop de l'époque. C'était un montage. Ils n'avaient pas ce beau drapeau rouge à l'époque. Les Russes que vous voyez sur les Soviétiques, pardon, que vous voyez sur le toit du Reichstag, c'est pas ça. C'était vraiment, ils ont. Et là, les étendards qu'on voit actuellement, c'est un soleil noir, c'est une rune germanique, c'est toutes ces choses-là qui font référence, donc, ouvertement au nazisme. Donc, je le dis aux médias qui nous regardent, il y a du nazisme qui imprègne actuellement certaines forces, pas paramilitaires, officielles, sous ordre du gouvernement de Kiev. Oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que déjà le lien avec le nazisme n'a jamais été nié. En 2014, en octobre 2014, au moment où la Crimée est perdue pour l'Ukraine et les régions dans l'Est se sont soulevées, vous avez la députée du parti Svoboda, Irina Farion, qui donne un discours que vous pouvez trouver sur Internet, dans lequel elle dit que il faut maintenant préparer la lutte contre l'ennemi de l'intérieur et que pour ça, la solution, c'est de faire l'école d'Adolf Hitler. Texto, ce que je dis. Ça, vous le trouvez sur Internet. Donc, la référence au Troisième Reich, la référence à la collaboration ukrainienne qui est minoritaire. Il y a eu 250 000 collabos essentiellement à l'ouest de l'Ukraine, mais il y avait 6,5 millions de soldats ukrainiens qui étaient dans l'armée rouge. Donc c'est ça. Il n'y a pas photo de la mer. Il y avait 6 000, je crois, 8 000 SS français, mais il y a 260 000 Français qui ont débarqué en Provence à l'été 44. Donc c'est un peu la même genre de proportion, vous voyez. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui ont monté Maïdan, donc c'est à la fois les services secrets occidentaux, c'est à la fois les oligarques et une partie de la classe politique, donc aussi contrôlée par les oligarques. Ils se sont appuyés sur ces milices parce qu'ils avaient besoin de dur. Il fallait battre les flics sur leur terrain. Donc, en gros, quand vous avez à faire ça, c'est soit de l'extrême gauche, mais il n'y en avait pas vraiment en Ukraine, soit de l'extrême droite. Et là, il y avait tout ce qu'il fallait, des organisations comme le fameux Pravi Sector, le Marteau Blanc, toutes ces structures qui vont générer après les unités de représailles pour l'Est de l'Ukraine. Et normalement, c'est un peu ce qui avait été fait également dans la guerre de Yougoslavie, où on avait soutenu les descendants des Oustachis, etc., etc. Mais en Croatie, une fois que la guerre a été terminée, c'est devenu une social-démocratie. Ils ont eu la Gay Pride immédiatement, ça n'a pas posé de problème. Voilà, donc là, c'était réglé. En revanche, là, ils ont décidé de continuer à utiliser ces bataillons pour encadrer et réprimer la société. Et si vous voulez, Mariupol, c'était quoi Mariupol? C'était une ville prise en otage. Ça me faisait penser à un film de Batman. Vous savez, il y a le méchant qui prend la ville de Gotham en otage et qui menace de tout faire sauter. C'est exactement ce à quoi on a assisté à Mariupol. Et j'étais à Mariupol. Vous avez des centaines, sans doute bientôt des milliers de témoignages de gens qui expliquaient qu'ils étaient forcés de quitter leur appartement, d'aller dans les caves et que ceux que moi j'appelle les ukronazis, tiraient sur l'armée russe pour la forcer à tirer sur les bâtiments et pour après regarder les Russes en train de brûler Mariupol. Et ça a été ça non seulement pour l'encadrement militaire, parce que ni Kiev ni Washington n'avaient confiance dans l'armée ukrainienne. Je vous rappelle qu'en Crimée, sur les 22 000 soldats ukrainiens présents en Crimée, il y en a 20 000 qui ont rejoint l'armée russe. Il n'y en a que 2000 qui sont rentrés en Ukraine. Et les soulèvements dans l'Est de l'Ukraine, ils ont commencé parce que des unités militaires ukrainiennes ont rejoint la rébellion et même l'ont dirigé. Un des chefs, Khodorkovsky, qui est pas l'oligarque, mais un des chefs rebelles qui a pris Mariupol, lui, c'était un ancien militaire.
un ancien Berkut peut-être. Bon, vous en avez énormément. C'est intéressant ce dont vous parlez. On a fait l'état des forces en présence. On a vraiment fait un tour de tous les matériels existants utilisés. On a parlé de Mariupol. Est-ce que vous avez une idée, même si c'est jamais véritablement, ce n'est jamais d'un discours officiel, est-ce que les buts de guerre russes en Ukraine, Poutine, qui avait déjà, via Sergei Lavrov et d'autres, annoncé que c'était une opération spéciale de dénazification, c'est officiellement comme ça qu'ils le définissent, est-ce que les buts de guerre apparaissent sur les portions territoriales sur lesquelles ils souhaitent se consolider et vers quoi ils n'iront pas? Alors, sur les buts de guerre, effectivement, ils ont été clairement annoncés par Poutine. Donc, il exigeait de Kiev la reconnaissance du rattachement de la Crimée, la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, la démilitarisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment terminé parce que tout le potentiel militaro-industriel ukrainien a été détruit par les bombardements russes. La dénazification, donc on vient d'en parler, donc c'est-à-dire en fait en gros la destruction des unités de représailles. Mais il y en a une autre ici, c'est la décommunisation. C'est ça dans le discours de Poutine, parce qu'en fait, l'Ukraine est une création bolchevique en 1921. Et ce que voulait dire, et Poutine dit dans son discours, vous voulez une décommunisation, eh ben je vais vous en donner une pour de vrai. Et ça veut dire que c'est le retour à l'Empire. Et sous l'Empire, il n'y avait pas d'Ukraine. Le territoire qui correspond à l'Ukraine était divisé en gouvernements. Et ça l'Ukraine n'était qu'un rêve, un fantasme dans la tête des intellectuels. C'est d'ailleurs, on parle d'ailleurs de patriarche des Russies. La Russie, c'est au pluriel. Il n'y a pas une seule Russie, en fait. La Russie de Kiev, la Russie de la Moscovie, la Russie de la Biélorussie, qui veut dire, en fait, étymologiquement, la Russie blanche. Voilà, Biélorussie. La Russie blanche, petite Russie, grande Russie, mais il y avait également une Russie noire, une Russie rouge il y a 1000 ans. Donc il y a plusieurs Russies du peuple russe. Et donc ce que je veux dire, donc ces buts de guerre-là, ils étaient clairs au début et Poutine avait dit le 5 mars, il avait dit pour l'instant c'est ce qu'on demande, mais il y a une date de péremption dans la proposition. Et comme c'est la négociation, c'est la diplomatie. Mais comme Kiev n'a rien voulu savoir, le 22 avril, le ministère de la Défense a annoncé les nouveaux buts de guerre. Et donc, les nouveaux buts de guerre, c'est le contrôle de toute la bande, de toute la rive, du rivage ukrainien jusqu'en Transnistrie. Donc, donc, en fait, de quoi totalement contrôler l'accès à la mer de ce qui pourra être appelé bientôt l'ex-Ukraine, en fait, parce qu'elle va être globalement démantelée. Et à côté de ça, vous voyez comment ça se passe dans les territoires qui ont été conquis ou libérés, selon l'angle où vous passez, dans le sud de l'Ukraine. Donc, il y a toute la région de Kherson. Donc, c'est les territoires qui sont au nord de la Crimée. Et les 2/3 de la région de Zaporozhye. Donc, ça, c'est à l'est de la région de Kherson. C'est devenu, l'administration militaro-civile russe s'est mise en place, ainsi que dans à peu près 1/3 de la région de Kharkov, celle qui est dans l'est. Et ça se passe très bien. Et les gens ont pu fêter le 9 mai, ils se remettent à parler russe, l'enseignement a repris en russe, les écoles ont rouvert, les usines commencent à rouvrir, le rouble est désormais utilisé. Et le discours que vous entendez dans toutes les élites russes ici, c'est que ces régions ne seront plus jamais ukrainiennes. Donc là, il est clair que les Russes, je pense que quand les Russes auront fini, à moins qu'il y ait une contre-attaque fulgurante qui vienne, on peut rien écarter. Pour l'instant, je la vois pas arriver, mais on sait jamais. Donc, quand les Russes en auront fini avec l'armée du Donbass, ils prendront Nikolaïev et Odessa pour avoir cette bande, et ils finiront par Kharkov pour reconstituer en gros la nouvelle Russie, parce que ce territoire. Le Dniepr peut être une frontière possible Non, je pense que la frontière traversera le Dniepr, parce que je pense qu'ils prendront également Dniepropetrovsk, Zaporozhye, Krivoy Rog. Donc toute la rive droite du Dniepr. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont la moitié de l'Ukraine. Ça peut devenir même les 2/3 de l'Ukraine. En fait, on va voir. Donc, si l'armée russe réussit son projet, pour l'instant, c'est bien parti, de destruction de l'armée ukrainienne dans l'est. L'essentiel de l'armée ukrainienne est dans l'est. Zelensky vient d'annoncer que maintenant l'armée ukrainienne c'était 700 000 hommes parce qu'ils ont mobilisé la défense territoriale. Mais bon, c'est des gens, c'est comme si moi on me renvoyait à la guerre maintenant, vous voyez. Voilà, bon, on a 40 ans, 50 ans, les armements ont beaucoup changé, il faudrait nous réapprendre. Alors tenir un fusil, on pourrait le faire. Et encore, on s'en sortirait bien. Mais les gens que vous voyez là, d'ailleurs ceux qui sont faits prisonniers, qui se rendent immédiatement, c'est le Volkssturm. Ils ont 40, 50 ans, ils n'ont pas tenu une arme depuis 30 ans. Certains, moi j'ai un ami dont le fils est à Nikolaïev.
il n'a pas fait son service militaire, il a 19 ans, il vient de recevoir son ordre de mobilisation. Il va durer 10 minutes. Donc là, en fait, on envoie de la chair à canon. Mais c'est de la chair à canon. Qui n'est pas formé, qui de toute manière ne pourra pas utiliser une bonne partie des matériels qui sont trop techniques. Voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de l'armée ukrainienne, elle est dans l'Est. Et une fois qu'elle aura été détruite, si elle est détruite, je pense que là, Zelensky aura une petite lucarne pour déposer les armes et venir réellement négocier. Si c'est pas le cas, je pense que les buts de guerre russes peuvent encore changer. Et c'est-à-dire ce sera pas seulement le littoral plus Kharkov, ça va être le Poltava, Tcherkassy et arriver à la limite de Kiev. Moi, j'espère qu'ils ne prendront pas Kiev. Je pense que ça ne sert à rien. Ou alors peut-être qu'ils prendront la rive gauche de Kiev. Ouais. Mais voilà, ça va dépendre de l'obstination, je dirais, moins de Zelensky que de l'OTAN. Et de Washington. Oui, puis surtout de la tutelle américaine derrière qui va encore. Le problème, c'est que l'OTAN est tellement impliqué maintenant que la défaite de Kiev, aujourd'hui, ce sera la défaite de l'OTAN. Il ne faut pas le cacher. Et donc, ça radicalise la guerre aux yeux du monde. Aux yeux du monde, parce qu'en fait, en face, vous avez des grandes puissances comme la Chine, par exemple, l'Inde aussi, même si c'est une puissance territoriale, l'Inde, mais ils observent quand même tout ce qui se passe en termes d'équilibre géopolitique. Et l'OTAN est donc l'outil militaire américain, parce que l'OTAN est un outil militaire américain d'influence et de puissance géopolitique, est actuellement mis à l'épreuve. Alors bien sûr, c'est pas l'OTAN qui est engagé officiellement. Non. Pour l'instant, ce n'est qu'une forme de chaîne logistique otanienne avec certains militaires et certains matériels, et pas forcément les matériels de top niveau, pas forcément. Mais se pose la question de la crédibilité otanienne. Ce qu'on disait d'ailleurs déjà durant la guerre froide, c'est-à-dire que l'OTAN et le parapluie nucléaire américain sert avant tout les intérêts du peuple américain sur le sol américain. Et l'Europe n'est vue en fait que comme en fait une zone tampon stratégique. La même zone tampon d'ailleurs qu'auraient voulu les Russes en 91 et qui avait été promise aux Russes en 91 à Gorbatchev, cette zone tampon d'Europe centrale, enfin les PECO en fait, Europe centrale et orientale. Ouais. Elle devait en fait séparer les deux puissances. Et bien en fait, les Américains ont créé leur propre zone tampon par l'outil socio-politico-économique qu'est l'Union européenne pour le contrôle des monnaies et des politiques nationales européennes qui sont en train d'être dissoutes, tout simplement, et avec son volet militaire aussi, qui est l'OTAN, effectivement. Est-ce qu'on peut, Xavier, parler d'un sujet aussi très important qui est donc la doctrine de dissuasion russe, dissuasion nucléaire, parce qu'on a eu donc une pléthore de colonels et de généraux, dont des Français, qui avaient, j'ai estimé, pas trop mal démarré leur arrivée sur les plateaux en parlant de l'OTAN comme d'un machin. Je parle par exemple donc du général Desportes au début, qui disait que les officiers français et d'autres font carrière dans l'OTAN. Donc l'OTAN est une espèce de grande bureaucratie militaire qui est aussi liée à la corruption des cœurs et des esprits, qui empêche certains officiers de penser national. Parfois, ils se mettent à penser plus otanien que national. Et ensuite, général Desportes, comme d'autres, a commencé à parler de frappe nucléaire tactique en Ukraine. Pourquoi pas? On n'a pas de tactique en France en plus. En face, je me suis posé beaucoup de questions sur la réponse russe conventionnelle, voire nucléaire, s'il y avait une escalade de conflit. En fait, tout est parti de la rencontre entre Poutine et Macron qui a eu lieu en janvier, où Poutine essaie d'expliquer à Emmanuel Macron. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Poutine venait demander des garanties de sécurité à l'OTAN et lui disait, vous vous rendez compte que si l'OTAN fait la guerre à la Russie, nous sommes des puissances nucléaires, c'est la fin du monde. Est-ce que les Français veulent ça? Et il disait pas ça pour menacer, il disait pour vous rendre compte que notre demande de garantie de sécurité est tout à fait légitime et on ne veut pas avoir une Ukraine nucléarisée qui mettrait Moscou à 7 minutes d'un tir de missile hypersonique, parce que tôt ou tard, ils vont arriver à en avoir un, nucléaire américain. Et là-dessus, c'est Jean-Yves Le Drian qui dit oui, il faut que la Russie se rappelle que l'OTAN est une puissance nucléaire. Donc, je pense qu'il n'a pas trop compris de quoi il parlait. Mais la doctrine nucléaire russe, elle est claire. En gros, c'est celle de la France. C'est-à-dire que c'est une sanctuarisation du territoire et des alliés.
C'est-à-dire que si vous Donc, c'est comme nous, c'est une arme de non-emploi. C'est pas fait pour être utilisé. Mais cela dit, les Russes ont désormais la capacité de riposte en seconde garantie, parce que les Américains avaient essayé de leur enlever avec le bouclier antimissile. Donc, ils sont, si vous voulez, c'est la dissuasion, c'est l'incertitude qui est dissuasive, disait, je crois que c'était le général Gallois, qui était un des pères de la doctrine nucléaire française. Un des 4 cavaliers. Voilà. Et donc, voilà, exactement. Et donc en fait, les Russes, ils disent pas qu'ils vont pas l'utiliser. Ils disent, si vous l'utilisez, nous, on va l'utiliser, ce sera la fin du monde. Mais il n'y a jamais eu dans la doctrine russe de frappe nucléaire chirurgicale, entre guillemets. C'est-à-dire, pour nos auditeurs, Hiroshima, en gros, c'est 20 kilotonnes. Et les Américains ont étudié, parce que eux l'ont proposé, l'utilisation de frappes préventives nucléaires, y compris de petites frappes de moins d'1 kilotonne. Et ça a été notamment ça a été demandé par l'ancien Todd Wolters, qui vient d'être remplacé, qui était l'ancien commandant des forces armées américaines en Europe, et qui, devant le Sénat américain, ça aussi vous le trouvez sur Internet, je l'ai souvent cité, a dit oui, moi je suis favorable à des frappes nucléaires préventives. Mais ça avait été dit à l'époque par le secrétaire d'État à la Défense de George Bush, dont j'ai oublié le nom, mais ça n'a jamais été évoqué dans la doctrine russe. La doctrine russe, c'est en gros la même que la doctrine française. C'est, vous violez notre souveraineté, vous utilisez le nucléaire, nous riposterons de la même manière. Voilà, comme ça les choses sont claires. Ensuite, quand Poutine a parlé de dissuasion, parce qu'il en a parlé, il a dit, si jamais vous attaquez, nous répondrons, nous en avons les moyens et vous le savez. Mais il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Et dans la doctrine russe, mi-2021, il y a une nouvelle composante dissuasive qui a été déclarée étant les armes hypersoniques. Les armes hypersoniques, donc c'est des armes qui vont à plus de Mach 5, Mach 6, que les Russes maîtrisent dans différents vecteurs, donc à la fois vecteur balistique avec l'avant-garde, vecteur missile porté Kinjal, missile anti-navire Tsirkon qui devrait rentrer prochainement en service. Et ça, en fait, c'est tellement imparable que les Russes considèrent que c'est un système de dissuasion, puisque ça peut détruire un groupe aéronaval américain, par exemple. Et donc, la dissuasion, la Russie dispose aujourd'hui, en tout cas, elle considère qu'elle dispose d'une dissuasion conventionnelle qui n'est pas le nucléaire, qui est l'utilisation massive d'armes hypersoniques. Et c'est notamment pour ça qu'ils en ont tiré une vingtaine, paraît-il, sur le territoire ukrainien. Et voilà de quoi parle la Russie. La première dissuasion, elle est conventionnelle de toute manière. Donc, en gros, les Russes, ils ont, dans la doctrine, vous avez la dissuasion conventionnelle, on a une armée puissante, bien armée, et maintenant qui va avoir une expérience extraordinaire, unique après la guerre en Ukraine. Vous avez ensuite les armes hypersoniques qui peuvent en fait détruire un groupe aéronaval, je vais pas dire français, américain. Et vous avez l'arme nucléaire. Voilà, bon, mais après c'est l'apocalypse. C'est pour ça que je pense que la Russie va sortir. Alors militairement victorieuse ne veut jamais dire qu'en fait c'est une victoire politique ou diplomatique derrière. L'histoire parfois l'infirme. On peut être victorieux militairement, mais là, bon, les Russes manifestement vont pousser des jalons diplomatiques qui vont leur permettre donc, si j'ai bien compris, eh bien de sanctuariser une grande partie de l'Ukraine et de le rattacher via des autonomies ou peut-être de nouveaux pays entrant dans la fédération de Russie. N'oublions pas que la Russie est une fédération, donc c'est une possibilité aussi. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié. La Russie, elle, n'a pas développé des mini-armes nucléaires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de bombes de moins d'1 kilotonne. Elle a du nucléaire qui doit démarrer à peu près à celui d'Hiroshima. Et la Russie veut conquérir l'Ukraine, elle considère qu'elle libère l'Ukraine. Donc c'est pas pour balancer une bombe nucléaire équivalente à Hiroshima sur une ville ou même sur la campagne ukrainienne. Oser dire ça sur un plateau de télévision, ça montre qu'on est soit vraiment un propagandiste, soit complètement stupide. Peut-être un peu des deux. Mais jamais la Russie je pense qu'il y a aussi une forme d'usage de termes pour le management par la peur, encore une fois. Donc les ressources étaient épuisées sur le front sanitaire. La guerre est arrivée, à mon sens, comme un coup d'arrêt qui a été porté par Poutine, en fait, à des velléités expansionnistes, tout simplement. Ça s'est un petit peu enlisé au début. Là, c'est en train, on va dire, de rentrer à la défaveur de l'Ukraine, donc des intérêts américano-otaniens, si on veut, on va dire, synthétiser le truc. Mais derrière, par contre,
se pose la question sur, vu que le coup d'arrêt a été posé, alors moi, bon, c'est personnel, hein, là, ça, j'embarque pas du tout Xavier Moreau dans mon analyse, pas du tout. J'estime qu'en fait, il y a, comme je vous le dis souvent sur des vidéos, il y a en fait une collusion d'intérêts donc entre des oligarchies financières et industrielles qui ont atteint la puissance de certains États et qui sont d'ailleurs utilisées dans la guerre économique par d'autres puissances étrangères. Et donc, il y a une convergence d'intérêts entre elles. Et il y a actuellement, à mon sens, un État profond qui est ou pas, enfin légitime, légal ou pas, autant il y a des États profonds. Hein. Il y en a un aux États-Unis, il y en a un même d'ailleurs en Russie. Il y en a également un en Russie. Il y en a en Chine, il y en a un peu de partout. Donc, ce sont ces conglomérats industriels et financiers très puissants. Parfois, ils sont contrôlés, parfois, ils ne le sont pas. En Russie, visiblement, ils sont contrôlés parce qu'il y a eu encore une vague de suicides mystérieux chez les oligarques dans les semaines passées. Donc, visiblement, il y a un petit peu un resserrement donc du pouvoir russe au niveau de ces oligarques. Visiblement, ce que j'ai observé donc dans la résidence de certains oligarques en Espagne, en Grèce, il y a eu certains qui ont été retrouvés suicidés. Je pourrais répondre là-dessus si oui. Vous le souhaitez. Oui. Déjà, il faut voir une chose, c'est que depuis 2003, en Russie, il y a des milliardaires, mais il n'y a plus d'oligarques. Puisque oligarque, c'est le archos, le pouvoir en grec. Le pouvoir. Voilà. Et aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est Poutine et les gens avec lesquels il s'entoure. Ce ne sont pas des oligarques. Et lorsque le gouvernement russe a repris les actifs, par exemple, à Khodorkovsky. Donc, Khodorkovsky avait volé les actifs industriels dans les années 90 et il se les a fait reprendre par l'État russe. Et aujourd'hui, c'est dans une société d'État. Donc, Poutine n'a pas redistribué ce qui avait été pris aux oligarques. Il ne l'a pas redistribué à d'autres oligarques. Ça a été renationalisé, quoi. Voilà, ça appartient à l'État russe, c'est-à-dire au peuple russe. C'est une première chose. Donc, il n'y a pas d'oligarques en Russie. Il y a des milliardaires. Et les gens qui ont été donc tués, j'ai vu ça qu'effectivement il y en avait eu plusieurs. Je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est, je sais pas le montant de leur fortune, mais si vous voulez, les oligarques, ceux qui étaient des oligarques, d'ailleurs, qui ont choisi Vladimir Poutine et qui se sont fait avoir, on les appelait les 7 banquiers. La semi-banquirchina, ça faisait allusion à l'histoire russe, voilà. Et ceux-là, on les connaissait, c'était Khodorkovsky, Berezovsky, Potanin, Abramovich, Deripaska. Bon, tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont au garde à vous devant Vladimir Poutine. Et ils sont pris d'ailleurs entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que comme les Occidentaux croient qu'ils sont vraiment puissants et qu'ils peuvent se débarrasser de Poutine, ils leur mettent des sanctions. Mais les malheureux, ils peuvent rien faire. Là, je voyais le pauvre Abramovich, il essaie d'aller en Ukraine pour organiser des négociations pour qu'on lui prenne pas son club de foot, qu'on lui pique pas tout son pognon qu'il a mis à l'étranger. Mais ça fait 22 ans que Vladimir Poutine demande aux oligarques de venir investir en Russie. C'est pareil que quand ils mettent des sanctions contre les députés russes, il est interdit pour un député russe d'avoir 2 passeports et des biens à l'étranger. Donc en fait, le gouvernement russe est ravi de ces sanctions. Voilà. En revanche, il y a des oligarques en Ukraine, et je pense que d'ailleurs dans la décision de l'Ukraine d'attaquer le Donbass en mars, donc ce qui est pour ça que les Russes ont fait cette guerre préventive, il y a derrière les oligarques, il y a Kolomoïski, il y a Akhmetov, parce qu'Akhmetov, il a perdu beaucoup d'actifs que lui-même il avait honnêtement volé dans les années 90 dans l'est du Donbass. Donc voilà, juste et ces gens-là, encore une fois, je les connaissais pas. Et je pense pas que ce soit. Alors après, peut-être qu'il y a eu un règlement de compte, j'en sais rien, mais ils ne pèsent rien dans la politique, pas plus que Choubaïs, pas plus qu'aujourd'hui Khodorkovsky. Ces gens-là ne pèsent plus rien dans la vie politique russe. Bon, on a été sur des éléments très très factuels. Ça fait 57 minutes qu'on échange. Merci beaucoup Xavier d'être présent. Là, on est plus dans le registre vraiment de l'opinion cette fois-ci. On va ou pas confronter nos opinions. Ma vision de l'Ukraine est une vision plutôt en fait de la tentative de contrôle, puis de création en fait d'un espèce d'État croupion disposant de vastes territoires, de vastes ressources minières, agricoles et militaires. Et j'ai un peu eu l'impression que c'était une sorte de super Kosovo qu'ils étaient en train de refaire en Ukraine. Beaucoup de militaires qui nous regardent, d'anciens combattants qui nous regardent français, savent ce qui s'est passé tout d'abord en Bosnie-Herzégovine, puis ensuite entre la Serbie et le Kosovo. Kosovo qui est toujours actuellement, après les accords de Dayton en 1995, si je me souviens bien. Non, Dayton, c'était la Bosnie. Ah, Dayton, c'est la Bosnie, pardon. Ouais. Kosovo, c'est
99. 99 avec le Kosovo. La résolution je ne sais plus combien de l'ONU, qui d'ailleurs dit que le Kosovo fait toujours partie de la Serbie. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, du point de vue droit international, le Kosovo, c'est la Serbie. Mais c'est devenu un peu un État croupion, un peu aussi mafieux, où c'est une terre de trafic, c'est une terre aussi qui est utilisée par certaines puissances étrangères comme une zone de non-droit pratique où ils peuvent aller pour faire différents types d'opérations. Bon, moi j'ai eu l'impression un peu que c'était une sorte de dimensionnement. Dans l'entreprise, on utilise ça souvent le dimensionnement, c'est-à-dire qu'on fait un test à petite échelle sur un État, on teste en fait une pratique. Sur Chypre, on a testé certaines choses au niveau financier. Kosovo, on a testé d'autres trucs. Ben, j'ai eu l'impression en fait que l'Ukraine était un peu un super laboratoire de tests et de dimensionnement en fait à l'échelle d'un pays de quand même plus de 45 millions d'âmes, donc avec des ressources très importantes, lui permettant d'être totalement autonome, voire indépendant, et d'avoir accès à toutes sortes de ressources, quoi. Je pense que la technique est la même, mais l'ambition était bien plus grande encore, puisque l'Ukraine, c'est plus pour longtemps, mais plus grand que la France. C'est un pays c'était le plus grand pays d'Europe devant la France, du point de vue du territoire. Le problème, c'est que l'Ukraine est très importante dans la géopolitique américaine. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'ils appellent, notamment ce qui a été écrit dans le grand échiquier de Brzezinski, les zones pivots. Donc, ils veulent empêcher l'Union... La dorsale européenne. Voilà, donc il faut contrôler. Et pour pas que ça arrive, il faut contrôler, par exemple, l'Ouzbékistan, il faut contrôler l'Ukraine. Et d'ailleurs, si vous lisez... Alors, la dorsale européenne, pour rappeler ce que dit Brzezinski, il y a la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Brzezinski parle de ces 4 pays permettant en fait de créer une vraie dorsale en fait d'États solides avec une taille critique permettant de créer, on va dire, un conglomérat européen fort. Mais après, bien sûr, Brzezinski fait écho aux amiraux qu'on connaît, hein, qui sont les pères de la géopolitique aussi moderne, avec donc le fameux Rhineland, Heartland, toutes ces choses-là dont vous pourriez parler, Xavier. Bah oui, disons que voilà, oui, vous faites allusion à Graham, Mackinder, mais effectivement, enfin moi je ne crois pas du tout à ces billevesées géopolitiques, mais le problème c'est que les Américains y croient et qu'il y a des gens chez nous. Par exemple, je lisais un article dans une revue atlantiste de Jean-Sylvestre Montgrenier, donc qui est c'est l'Institut Thomas More, je crois, qui est un des chantres de l'atlantisme. Lui, il en parle ouvertement, c'est-à-dire il parle de ces niaiseries émises de la géopolitique américaine qui ont été écrites et publiées, reprises par Brzezinski, mais sur lesquelles d'ailleurs Brzezinski est revenu juste avant de mourir, parce qu'il est mort en 2016, je crois, et il avait dit ouais, finalement, je pensais que la Russie serait découpée en morceaux, ça s'est pas passé, donc il va avoir à faire avec. Et d'ailleurs, mais dans cette vision géopolitique, on retrouve la politique de Biden aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Europe est neutralisée. En fait, ce sont des vassaux qui n'ont en gros pas le droit de dire grand-chose de Washington, et l'Ukraine doit être contrôlée. Et c'est pour ça que là, en fait, si vous voulez, ce qui se passe en Ukraine est vital à la fois pour la Russie, puisque les Russes considèrent que les Ukrainiens, au moins ceux du centre et de l'est de l'Ukraine, sont des Russes. Et pour les États-Unis, parce que c'est le cœur de leur pensée géopolitique. En tout cas, d'une partie de cet état profond dont vous avez justement parlé. Le problème, c'est qu'ils croient à ce sont des fanatiques qui croient à une idéologie qui n'a jamais été démontrée et qui est une espèce de foi avec derrière, dans le fond, la destinée manifeste des Américains. Je vous renvoie au livre de Nicolas Mirkovitch sur les États-Unis qui vient de publier. Et voilà, le problème, c'est qu'ils se croient investis d'une mission, un peu comme la gauche française, si vous voulez, d'exporter leurs valeurs, y compris maintenant LGBT, etc. Tout ça. En tout cas, ce qu'on réussit à faire. Oui. Donc voilà, donc en fait, donc c'est pour ça que l'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal parce qu'en plus l'Ukraine, c'est de la main d'œuvre. Ça permet de faire la guerre contre la Russie sans envoyer ses propres soldats. Hein. La France n'enverra jamais ses soldats faire la guerre contre la Russie. L'Allemagne non plus. Merci, on a déjà donné. Et surtout, et ça il faut le rappeler, je dirais, c'est la France n'a aucun intérêt en mer Noire et en Ukraine. Aucun. En revanche, elle a énormément d'intérêt avec la Russie, notamment énergétique. Intéressant tout ça. Oui. Bon, l'émission a été assez longue. Ça fait déjà 1h04 qu'on est ensemble. Il y aura peut-être une future émission d'ici peut-être quelques semaines, ça permet de faire un peu un point sur ce qui sera passé d'ici là. Je pense que nous, l'actualité médiatique est en train de changer. Il y a un pivot médiatique en France où on est en train de se retourner vers le sanitaire, vers la vaccination, vers toutes ces choses-là. Covid-22.
Covid-22. Voilà. Donc, je pense qu'on est en train d'assister en fait à une. Alors, ce que vous disiez hier, Xavier, dans votre vidéo, c'est-à-dire, il va y avoir une forme de déception donc du camp occidental par rapport à ce qui se passe en Ukraine, puis une montée en colère, et puis à la fin, après, il y aura une acceptation. Et quand il y aura l'acceptation, bon, on va essayer de retourner en fait sur ces ouailles, sur ces populations captives, et donc tenter coûte que coûte avec d'autres instruments de peur, la guerre pouvant s'éloigner. C'est une possibilité. La guerre conventionnelle, en tout cas, et l'escalade nucléaire, comme on vient d'en parler, pourraient s'éloigner, ce qui serait de bon ton, pour sanctuariser, en fait, finalement, eh bien, cette multipolarité dont on parle depuis 20 ans, qui n'avait jamais vraiment été, entre guillemets, intronisée dans les faits. Et là, en fait, on serait sur un coup d'arrêt ukrainien à une bipolarité qui n'existe plus depuis 30 ans, et qui serait cette fois-ci vraiment l'avènement de la multipolarité. La catastrophe qu'on vit actuellement en Ukraine, c'est que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, pour paraphraser De Gaulle, s'est mal barrée, parce qu'ils ont posé juste un pion, une bombe sale en plein milieu qui s'appelle l'Ukraine actuellement, qui va nous empêcher eh bien, de rebâtir cette confiance nécessaire avec les Russes. Et sachant que les Russes ne sont pas des joueurs de poker ni des joueurs de mahjong, mais bien des joueurs d'échecs, ils sont sur le temps long, bâtir cette confiance va nous demander plus qu'une mandature de 5 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis assez d'accord. Je pense que, alors, à mon avis, il y aura peut-être quelque chose qui va changer la donne. C'est les conséquences des sanctions sur les populations occidentales, qui vont être catastrophiques. Et là, oui, le prix de l'essence, c'est rien par rapport à ce qui va se passer, la crise alimentaire qui va se passer. Et où là, on aura besoin de la Russie. La Russie est le deuxième producteur d'engrais au monde, devant la Biélorussie. Donc, et derrière le Canada. Mais le Canada ne pourra pas compenser l'engrais biélorusse et russe. Et le premier producteur de céréales. Et l'Ukraine est le 5e. Donc, en fait, et c'est la Russie qui va contrôler l'export des céréales, ou pas, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup dans les médias russes et en partie sur certains réseaux sociaux ukrainiens de la volonté d'organiser un deuxième Holodomor pour payer les armes. C'est-à-dire qu'on privera l'Ukraine, qui est un grenier à blé, de son blé, pour pouvoir acheter des armes. Donc, en fait, reproduire ce qui a fait. Donc, le Holodomor, c'est la grande faim, voilà. la grande famine qui avait été organisée, en fait, sous Staline, si je me souviens bien. C'est ça. En fait, une période une conjonction de mauvaises récoltes, de volonté de Staline de collectiviser et d'appliquer, parce qu'il était contre la nouvelle politique économique de Lénine, et de mettre au pas la petite paysannerie, ces fameux koulaks. Le koulak, c'est le point fermé, donc c'est péjoratif, c'est-à-dire celui qui veut pas donner. Et oui. Donc c'est pas un génocide, c'est un populicide de classe qui a eu lieu d'ailleurs en Ukraine, mais également en Russie, dans le Kouban et au Kazakhstan. Et donc, une des raisons pour lesquelles Staline a fait ça aussi, c'était parce que il voulait s'industrialiser à marche forcée. Donc, il vendait sur les marchés internationaux du blé, et en échange, il achetait aux États-Unis des machines-outils, en Allemagne, en Occident. Voilà. Et donc, je pense qu'on est peut-être en train d'assister à quelque chose comme ça. C'est pour ça que les Russes, en empêchant d'ailleurs les bateaux de quitter Odessa, vont peut-être sauver la population ukrainienne tout entière de la famine. C'est pas impossible. On verra ce que ça va donner. Bon, en tout cas, on aura peut-être le plaisir, cher Xavier, d'en reparler donc dans les semaines à venir. Merci pour cette première émission qu'on va essayer de contenir à 1h08 et pas plus, parce que les longues émissions sont souvent les moins vues. En tout cas, je pense on va dire de relativiser la doxa qu'on leur biberonne toute la journée sur BFM. Si je regarde moi BFM 20 minutes, je deviens totalement dépressif et je pense que même la Russie a perdu. Voilà ce qu'on apprend actuellement. En tout cas, merci beaucoup de Moscou pour cette intervention, Xavier. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un qui est la gauche France, alors Ukraine, voilà, Ukraine. Ce qu'on lit en dessous, Ukraine, c'est pourquoi la France s'est trompée. Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Ah. Et un livre aussi brûlot sur la gauche française, le livre noir de la gauche française. Voilà. Bon, mais, de quoi on va dire s'amuser en soirée avec de saines lectures. Merci beaucoup. À très bientôt, chers amis qui nous suivez. On essaye de rester sur la scène géopolitique et politique, mais aussi être en France, donc dans les législatives. J'envoie tous mes encouragements à nos 11 candidats qui sont partis un peu partout en France, défendre nos couleurs et défendre nos 10 points de référendum et 89 points de programme.
Bravo à eux. À bientôt. Et surtout, restez courageux et vive la France.